Le 26 mai 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Les 4 filles du Dr March, Little Woman, texte intégral. On nous a demandé bien des fois ces jours-ci, comme à beaucoup d'autres spectateurs, ce que nous préférions de Tessa, le film anglais du studio Raspail, et de Little Woman, qui trouve au cinéma Édouard VII un succès analogue à celui des jeunes filles en uniforme naguère. Comme il arrive le plus souvent, la question est mal posée et assez inutile. Tessa est un film exquis mais vrai, presque grave et par instants amer. Little Woman est presque une féerie. Les petites filles modèles, en robe Second Empire, surgissent d'un aimable livre qui a fait la joie de tous les enfants d'Amérique et d'Angleterre. Les 4 filles du Dr March. Pourquoi n'a-t-on pas conservé au cinéma ce titre célèbre ? Et mène sur l'écran une douce existence, idéalement pétrie de souriantes vertus, d'humour inoffensif, d'humble joie, de chastes idylles. Un quatuor des plus fraîches, des plus parfaites ingénues d'Hollywood, des décors, des costumes d'époque, précis mais légers, choisis avec un goût adorable, composent un poème attendrissant que l'on ne peut plus juger selon les règles communes. Pour en éprouver tout le charme, on doit se prêter à la fiction avec une ingénuité sans réticence. Il faudrait d'ailleurs un cœur terriblement racorni pour n'en être pas capable. Le spectateur, mûri, malmené par la vie, saturé de littérature, ne retrouvera peut-être pas dans le film l'attrait romanesque qui lui fit dévorer jadis, en quelques jours de vacances, les aventures des demoiselles March. Mais s'il n'est pas définitivement blasé, il s'y baignera dans la grâce, l'ardeur poétique de l'adolescence, dont, hélas, il ignorait lui-même le prix quand il avait 15 ans. Les Little Women, les petites femmes, comme les appelle leur père, le bon docteur, achèvent de grandir dans une petite ville américaine au plus fort de la guerre de sécession. Le docteur est aux armées. Les aînés doivent déjà gagner leur vie. Meg, gouvernante dans une famille, Jo, lectrice chez une vieille tante riche et acariâtre, Amy est encore écolière, Beth, plus fragile, aide au ménage. La mélancolie inhérente à ces épreuves sert de fond aux récréations, aux joyeux émois des 4 enfants. Jo, femme de lettres, en herbe, écrit et organise des comédies, promène au grenier, au jardin, une humeur bondissante, un peu garçonnière. Pour Christmas, on se cotise afin d'offrir à la mère un menu cadeau. On fera mieux encore, on portera à des malheureux les modestes friandises d'un déjeuner de guerre. Meg s'est mariée selon son cœur, malgré l'émotion de Jo, qui craignait de voir l'amour séparer les petites sœurs. Meg s'est mariée selon son cœur, malgré l'émotion de Jo, qui craignait de voir l'amour séparer les petites sœurs. Amy, en Europe, épousera Brooke, et Jo, à la fin, au moment où elle allait se sentir bien seule, est toute heureuse d'accueillir la tremblante déclaration du bon professeur Baird, très délicat sous une enveloppe teutonne, et qui corrigera ses romans. Tout est au mieux, dans le plus vertueux, le plus harmonieux des mondes, mais la merveille, c'est que cette histoire, pétrie de la morale la plus optimiste, exhalant les plus pudiques sentiments, ne soit pas fade un seul instant. L'espièglerie, la gaieté des juvéniles caractères se dessinent à chaque scène. Comment voulez-vous, avec tant de gambades, de rires, d'innocentes plaisanteries, que des soupirs amoureux de Meg et de Jo nous paraissent mièvres? Il ne s'agit plus des conventions d'une littérature anodine, c'est bien une féerie en crinoline, dédiée à la fraîcheur, à la grâce alerte de la jeune fille américaine et sur laquelle se détachent tant de traits de la plus jolie vérité, due à la plus vivante des interprétations. On ne pouvait que s'éprendre de Katharine Hepburn, si fine, si délicate de visage, si décidée et si sensible dans sa création de Jo. Mais on pourrait presque également louer la touchante jeunesse, le ravissant naturel de ses 3 sœurs en cinéma. Joan Bennett, Frances Dee, Jeanne Parker, il n'est pas jusqu'à ce grand Flandrin de Douglas Montgomery, au timide et myope Paul Lucas, qui ne soit délicieux dans les rôles de Brooke et du professeur Baird. Est-ce un meilleur film que Tessa, la belle production des studios londoniens? Il est difficile et superflu de trancher, mais on peut dire que Little Woman a une supériorité sur l'autre spectacle qui tient à peine au talent de ses réalisateurs.
En voyant Tessa, qui est tirée d'un livre assez aigu de Madame Margaret Kennedy, on est contraint de mesurer l'écart entre les personnages pleins de relief, de diversité, conçus par l'écrivain, et leur représentation plus schématique, plus sommaire à l'écran. Dans Little Woman, il n'y a plus aucune place pour cet examen critique. Le cinéma fait de la bonne dame May Alcott, la comtesse de Ségur américaine, la rivale du meilleur Dickens. On ne peut apporter cette fois aucune restriction, même de principe, à ce succès du 7e art. S'il ne s'agit que de technique, on sera peut-être un peu moins embarrassé pour décider entre le film américain et le film anglais. Chacun remarque le très ingénieux dosage des pleurs et du rire, des ombres et du soleil, dans Little Woman. On admire de suivre, sans une seconde de fatigue, une intrigue pourtant très candide. C'est que le metteur en scène, George Cukor, à Hollywood, a su établir un découpage encore plus souple, encore plus concis dans son extrême variété que celui de M. Basil Dean à Londres. Il n'était pas moins difficile d'éviter, dans ces cas, la niaiserie, les scènes doucereuses, que dans l'autre, la confusion et certains arbitraires romanesques. Les musiciens savent bien que pour un ballet de sylphide, une pastorale, ils ne doivent pas adopter les mêmes rythmes que pour une symphonie guerrière. C'est ainsi que l'on perçoit dans Little Woman une cadence très douce, un tempo amorti, mais qui n'est pas du moins habile, du moins pur cinéma que les syncopes haletantes, les ellipses à l'emporte-pièce de Scarface.